Sonobook présente, avec l'autorisation du Trégonier Trust et des éditions Le Bélial pour la traduction française, La rançon du temps, tome 3 du cycle de la patrouille du temps de Poul Anderson, interprété par Frédéric Knepp. Qu'est-ce que la vérité ? Disait Pilate en plaisantant et sans attendre la réponse. Qu'est-ce qui tient du réel, du possible ou du potentiellement réel ? L'univers quantique fluctue sans cesse à la lisière du connaissable. Il n'existe aucune méthode permettant de prédire le destin d'une particule isolée. Et, au sein d'un monde chaotique, le destin collectif peut dépendre de celui d'une particule. Saint Thomas d'Aquin a dit que Dieu lui-même ne pouvait altérer le passé, car prétendre le contraire serait un oxymoron. Mais saint Thomas se limitait à la logique d'Aristote. Rendez-vous dans ce passé, et vous êtes aussi libre que vous l'avez jamais été dans votre présent. Libre de créer ou de détruire, de guider ou d'égarer, de courir ou de trébucher. En conséquence, si vous altérez le cours des événements tels que le rapportait l'histoire qu'on vous a enseigné, vous n'en serez pas affecté, mais l'avenir qui vous a engendré aura disparu, n'aura jamais existé. La réalité ne sera plus celle que vous vous rappelez. La différence sera peut-être minime, voire insignifiante. Peut-être sera-t-elle monstrueuse. Les humains qui, les premiers, maîtrisèrent le déplacement dans le temps ont concrétisé ce danger. Par conséquent, les êtres surhumains des âges qui leur étaient ultérieurs sont revenus à leur époque pour ordonner la création de la patrouille du temps. Avant-propos. Sans que nous l'ayons souhaité, cette troisième époque du cycle de la patrouille du temps fait curieusement écho à la précédente. Mais peut-être était-ce là l'intention de l'auteur, puisque nous avons respecté, pour la publication des 3 premiers volumes, l'ordre du sommaire qu'il avait composé pour son recueil The Time Patrol, 1991. Qu'on en juge. Mans Evrard effectue une nouvelle immersion dans la Germanie du Moyen-Âge en compagnie d'un patrouilleur d'expérience, Stella Maris. Puis, il a de nouveau maille à partir avec Mero Varagan et ses exaltationnistes dans une aventure où intervient une jeune personne qui éveille chez lui un vif sentiment, l'année de la rançon. Sauf que, dans Le chagrin d'Odin le Goth, Le patrouilleur du temps, le patrouilleur était un homme, alors qu'Evrard a ici affaire à une femme non moins expérimentée et non moins égarée, et que Poum, le fils adoptif qu'il s'est trouvé dans D'Ivoire, des singes et de Pan, Le patrouilleur du temps, est ici remplacé par Vanda Tamberly, une jeune fille avec laquelle ses relations seront d'une toute autre nature. Mais les 2 textes que nous vous présentons aujourd'hui sont d'une tonalité fort différente des précédents. Stella Maris a pour décor une période des plus troubles, la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. L'Empire romain vacille sur ses bases, et les querelles intestines qui l'agitent risquent de faire le jeu des barbares, en particulier des Germains qui s'agitent outre-Rhin. Seule trace de ces événements, les histoires de Tacite, qui ne nous sont hélas pas parvenues dans leur intégralité. Et c'est l'apparition d'une variante de ce texte qui va plonger nos patrouilleurs dans un drame aux multiples répercussions. Sans gâcher le plaisir de la découverte, il nous faut insister sur l'incroyable richesse de ce roman, l'un des épisodes les plus étoffés du cycle. Le motif qui le parcourt de la première à la dernière ligne, telle une veine aurifère affleurant parfois pour éblouir le lecteur, n'est ni plus ni moins que celui de la femme éternelle, dans toutes ses dimensions, amante, mère, sainte et martyre, et même déesse. Et sa conclusion est particulièrement amère, car elle nous montre un Mans Evrard contraint de rendre les armes devant une figure d'une telle supériorité. Par contraste, l'année de la rançon est beaucoup plus allègre. Une chasse au trésor doublée d'une course-poursuite haletante où les époques se bousculent, avec une héroïne jeune et dynamique, intelligente et sensible. Le lecteur sera peut-être surpris par la rupture de ton entre ces 2 textes. Et il faut préciser que The Year of the Ransom fut initialement publié dans une collection destinée à la jeunesse,
conçu par Byron Preiss, qui accueillit également des textes de Roger Zelazny, A Dark Travelling, et Robert Silverberg, Project Pendulum. Un tel registre n'est pas étranger à notre auteur, dont le premier roman publié, Vault of the Ages, était un juvénile, et qui collaborait fréquemment à la revue Boy's Life, y publiant plusieurs nouvelles intégrées par la suite à son cycle de la civilisation technique. Le fait qu'il écrive pour un jeune public n'empêche pas Poul Anderson de rester fidèle à sa manière, et il dresse ici un portrait aussi fin que vigoureux d'un héros comme il les aime, Don Luis Ildefonso Castellari Moreno, un conquistador qui va donner pas mal de fil à retordre à Mansevrard. Reste pour conclure à souligner un paradoxe dans la chronologie des aventures de Mansevrard. Paru 5 ans après d'Ivoire de singe et de Pan, l'année de la rançon lui est apparemment antérieure, du moins dans le contexte du temps propre de notre héros. On prendra toute la mesure de cette énigme dans Le bouclier du temps, qui conclura le cycle en apothéose et où le lecteur retrouvera Mansevrard, Vanda Tamberly et Keith Denison aux prises avec une histoire divergente faisant écho à l'une des crises les plus aiguës de notre époque. Rendez-vous dans le prochain tome. Jean-Daniel Brech. Stella Maris. Roman traduit de l'américain par Jean-Daniel Brech. Grand 1. Le jour, Niaerd folâtrait parmi les phoques, les baleines et les poissons qu'elle avait créés. Du bout de ses doigts jaillissaient des goélands et des embruns qui s'envolaient sur les vents. Ses filles, sur le bord du monde, dansaient au son de ses chants, qui invoquaient la pluie céleste ou faisaient frissonner les eaux sous la caresse du soleil. Lorsque les ténèbres montaient à l'est, elle regagnait sa couche que ces ténèbres recouvraient. Mais elle se levait tôt, le plus souvent, longtemps avant le soleil, pour veiller sur sa mère. Sur son front brillait l'étoile du matin. Un jour, Phrae arriva sur la grève. « Niaerd, je t'appelle » cria-t-il. Seuls les rouleaux lui répondirent. Il porta à ses lèvres son corps rassembleur et souffla. Les cormorans fuirent les récifs en criaillant. Puis il tira son épée du fourreau et frappa du plat le flanc du taureau ébranleur sur lequel il était monté. Le beuglement qui suivit poussa l'eau à jaillir des puits et les rois défunts à s'éveiller dans leur tumulus. Alors, Niaerd vint à lui. Furieuse, elle vogua sur un iceberg, vêtue de brume et tenant dans sa main le filet dans lequel elle pêche les navires. « Pourquoi oses-tu me déranger » lui jeta-t-elle, et ses mots étaient comme des grêlons. « Je veux t'épouser » lui dit-il. « J'ai été aveuglé par la lumière de tes seins, entreaperçu dans le lointain. J'ai chassé ma sœur. Mon désir est si fort que la terre en est dolente et que toutes les pousses s'étiolent. » Niaerd éclata de rire. « Que peux-tu m'offrir que mon frère ne possède point ?»« Une maison au toit haut, » déclara-t-il, « de riches offrandes, de la viande chaude pour ton tranchoir et du sang bouillant pour ton bol. La seigneurie des semailles et des moissons, de la copulation, de la naissance et de la vieillesse. » « Tous ces biens-là sont précieux, » concéda-t-elle. « Mais si je persistais à me détourner d'eux, alors toute vie quittera la terre et te maudira en périssant, » prévint-il. « Mes flèches voleront jusqu'aux chevaux du soleil et les tueront. Lorsqu'il tombera dans les flots, la mer se mettra à bouillir, et ensuite, elle gèlera sous une nuit qui ne connaîtra plus l'aurore. »« Non, » dit-elle, « car auparavant j'aurais englouti ton royaume sous les vagues et je l'aurais noyé. » Ils observèrent un moment de silence. « Nous sommes forts tous les deux, dit-elle,
Mieux vaut que nous nous abstenions de détruire le monde. Je viendrai à toi au printemps avec ma dot de pluie, et ensemble, nous parcourrons la terre pour la bénir. Toi, tu m'offriras en cadeau le taureau sur lequel tu es monté. C'est beaucoup trop, protesta Phraé. En lui réside une puissance capable d'enfanter la terre. Il disperse les ennemis, les étripe et les piétine. Il dévaste leurs champs. La roche tremble sous ses sabots. Tu pourras le garder sur terre et en user comme avant, répondit Niaerd. Sauf lorsque j'en aurai besoin. Mais il sera mien et le moment venu, je l'appellerai à moi pour toujours. Au bout d'un temps, elle reprit. Chaque automne, je te quitterai pour regagner ma mère. Mais je te reviendrai chaque printemps. Ainsi en ira-t-il cette année, puis toutes les années à venir. J'espérais bien plus, dit Phraé. Et si nous scindons nos efforts, je crains que les dieux de la guerre n'en profitent. Mais il était écrit que telle serait ta volonté. Je t'attendrai quand le soleil tournera au nord. Je viendrai à toi sur l'arc-en-ciel, promit Niaerd. Et il en fut ainsi, et il en est ainsi. Chapitre 1. Vu depuis les remparts du vieux camp, la nature était terrifiante. En cette année de sécheresse, le ruban étincelant du Rhin à l'est avait rétréci. Les Germains le franchissaient sans peine, alors que les bateaux venus approvisionner les avant-postes sur la rive gauche s'échouaient souvent, risquant de tomber entre les mains de l'ennemi avant qu'on ait pu les dégager. On eût dit que les rivières mêmes, les antiques défenses de l'Empire, désertaient le camp de Rome. Dans les forêts de l'autre rive, dans les bosquets de celle-ci, les feuilles brunies tombaient sur le sol et se flétrissaient. Les champs cultivés, déjà grillés avant la guerre, étaient devenus cendres plutôt que bourbiers, et une fine poussière colorait de gris les ruines calcinées sous un ciel cuivré. C'était comme si on avait semé des dents de dragon, car la terre donnait aujourd'hui des hordes de barbares. Des colosses blonds rassemblés autour de leurs emblèmes, évocateurs de clairières sacrées et de rites sanglants, bourdons ou litières, empilements de crânes ou gravures grossières, images d'ours, de sangliers, de bisons, d'aurochs, d'élans, de cerfs, de chats sauvages, de loups. La lueur du couchant accrochait les fers de lance, les ombons, les quelques casques et les rares cuirasses et cottes de mailles, prélevés sur la dépouille d'un légionnaire. La plupart d'entre eux ne portaient qu'une tunique et des braies. Quand ils n'allaient pas torse nu, quelques-uns se revêtaient d'une peau de bête. Ils grondaient, aboyaient, criaient, rugissaient, tapaient du pied, produisant une rumeur de tonnerre lointain. Oui, lointain. En scrutant leur masse par-delà les ombres qui s'étiraient vers lui, Munius Lupercus remarqua de longs cheveux noués sur les tempes ou au sommet du crâne. C'était là le style des tribus suèves du cœur de la Germanie. Sans doute ne s'agissait-il que de petites bandes ayant suivi jusqu'ici des capitaines aventureux, mais cela prouvait que l'influence de Civilis était déjà bien répandue. La plupart des guerriers portaient des tresses. Certains les teignaient en rouge ou les taillaient en pointe, à la manière des Gaulois. C'étaient des Bataves, des Caninéfates, des Tongres, des Frisons, des Bructères et autres indigènes, redoutables non point à cause de leur nombre, mais parce qu'ils connaissaient les us romains. Oh, voici un escadron de Tenctères, tels des centaures sur leurs poneys, brandissant lances et bannières, l'arc calé sur le pommeau de la selle, la cavalerie des rebelles. « Nous allons avoir une nuit agitée, » dit Lupercus. « Comment le sais-tu, sire ?» La voix de l'ordonnance était mal assurée. Ce n'était qu'un gamin, promu en hâte pour remplacer feu Rutilius, un homme d'expérience. Quand 5000 soldats fuient le champ de bataille pour se réfugier dans la forêt, suivis de 10 à 15 000 civils, on prend ce que l'on trouve. Lupercus haussa les épaules. J'ai appris à connaître leurs humeurs. Il n'en voyait pas que des signaux subtils. Par-delà le fleuve, par-delà la masse tumultueuse des mâles,
la fumée montait au-dessus des chaudrons et des broches. Les femmes et les enfants des environs étaient venus encourager les hommes au combat. On entendait à nouveau monter leur mélopée. Un son qui gagnait en force et en volume, dont le rythme vous faisait grincer des dents. Ha-bada, ha-bada, ha-badada. De plus en plus d'oreilles se tournaient vers lui, et il devenait le centre du chaos. « Je ne pense pas que Civilis souhaite passer à l'action », déclara Alétus. Lupercus avait relevé le centurion de ce qui subsistait de son commandement, pensant que les conseils de ce vétéran lui seraient précieux. Alétus désigna le glacis au pied de la palissade. Les 2 derniers assauts lui ont coûté beaucoup. Les cadavres gisaient pêle-mêle, boursouflés, livides, sur un tapis d'entrailles et de sang séché, d'armes brisées et de tortues de fortune sous lesquelles les barbares avaient donné l'assaut. Par endroits, ils débordaient du fossé. Leurs bouches s'ouvraient sur des langues que fourmis et scarabées grignotaient déjà. Les corbeaux avaient dévoré la plupart des yeux. Nombre d'oiseaux picoraient encore, grappillant leur souper avant la tombée de la nuit. Les narines s'étaient accoutumées à la puanteur, sauf lorsqu'une brise la portait droit sur elle, et la fraîcheur du soir l'avait atténuée. « Il a beaucoup de troupes en réserve, » répliqua Lupercus. « Mais ce n'est ni un crétin, ni un ignorant, n'est-ce pas, sire ?» insista le centurion. « Il a marché à nos côtés pendant plus de 20 ans, me dit-on. Il est même allé en Italie et il est monté en grade autant qu'il est possible à un auxiliaire. Il sait forcément que nous sommes à court de provisions. Il est plus sensé de nous affamer que d'affronter nos hommes et nos machines de guerre. »« Certes, » fit Lupercus. « Je pense que telle est son intention depuis que son assaut a échoué. Mais il ne peut contrôler ses troupes comme le ferait un Romain, tu sais. Rictus. Non que nos légions se soient montrées disciplinées ces derniers temps. » Il chercha du regard le point fixe autour duquel l'ennemi se vautrait. Des bouquets de métal étincelaient là où les hommes se groupaient autour des étendards de leurs unités. Les chevaux attachés mangeaient paisiblement leur avoine. Une tour de siège de 2 étages, bâtie à la hâte, grossière mais solide, attendait sur ses roues. À proximité se trouvait Claudius Civilis, naguère serviteur de Rome, et les sauvages qui profitaient de son commandement et de son enseignement. « Quelque chose a attisé la colère des Germains, » reprit le légat. « Un événement, une inspiration, un caprice, peu importe. J'aimerais savoir de quoi il s'agit. Mais nous risquons d'être fort occupés sous peu. Préparons-nous. » Il descendit de la tour suivi par son état-major. On eût dit qu'il regagnait un monde de paix. Au fil des décennies, le vieux camp s'était agrandi au point de devenir une sorte de colonie, avec des allées dont le tracé s'éloignait de la rectitude militaire. En ce moment, il accueillait une foule de réfugiés en plus de ce qui restait de son armée. Mais Lupercus avait réussi à y imposer l'ordre, les soldats à leur poste ou dans leur baraquement, les civils occupés à des tâches essentielles ou cantonnés là où ils ne gênaient personne. Le calme régnait dans la pénombre. L'espace d'un instant, il cessa d'écouter les chants des sauvages. Son esprit s'envola, engloutissant les milles et les années, retrouvant les Alpes, puis la mer si bleue, et la baie sous la majestueuse montagne, la cité nichée sur ses flancs, sa villa envahie par les roses, Julia, les enfants. Mais Publius serait bientôt un homme. Lupercilla, une jeune dame, et Marcus, avaient-ils enfin maîtrisé la lecture? Leur missive était si espacée, si irrégulière. Comment se portaient-ils? Quel temps faisait-il ce jour à Pompéi? N'y pense plus, tu as plus urgent à faire. Il s'activa à ses tâches, inspectant, planifiant, donnant ses instructions. La nuit tomba. Les flammes des foyers montaient autour du fort, et les guerriers buvaient et festoyaient. Ils avaient volé quantité d'amphores pleines de vin. On entendit bientôt retentir leurs chants. Les Romains les distinguaient nettement. Javelines, frondes et catapultes les frappèrent bientôt, en commençant par les plus hardis et les plus bigarrés. Une chasse aux oiseaux à la mode égyptienne, par Hercule, jubila Alétus. Civilis va y mettre bon ordre, rétorqua Lupercus.
Et en effet, au bout de 2 ou 3 heures, on vit jaillir les étincelles puis les flammes disparaître, les foyers étant dispersés puis étouffés par des couvertures. Cette précaution sembla accroître encore la colère des Germains. La lune était absente du ciel et la brume occultait les étoiles. On se battit à l'aveuglette, ou presque, au corps à corps. On frappait quand on entendait un bruit ou qu'on voyait avancer une masse de nuit. Mais les légionnaires continuaient de respecter la discipline. Ils jetaient depuis les remparts des pierres et des bâtons ferrés. Lorsqu'ils entendaient le bruit caractéristique d'une échelle qu'on hissait, ils la repoussaient de leurs boucliers, puis lançaient leurs javelines. Si un homme réussissait à prendre pied sur le rempart, il le passait au fil de l'épée. Les combats s'espacèrent peu après minuit. Un temps régna le silence, on n'entendait même plus les râles des agonisants. Indifférents au danger, les Germains avaient emporté leurs blessés et les Romains avaient évacué les leurs vers l'infirmerie. Lupercus regagna son poste d'observation et tendit l'oreille. Il entendit bientôt une voix qui haranguait les guerriers, lesquels se mirent à crier et à entonner leur chant de mort. Il secoua la tête. « Ils vont revenir », soupira-t-il. Les premiers rayons du soleil éclairèrent la tour de siège qui roulait doucement vers la porte principale. Elle était poussée par une bonne vingtaine de guerriers derrière lesquels se pressaient leurs camarades, Civilis et sa garde d'élite patientant sur le flanc. Lupercus eut tout le temps d'évaluer la situation, de prendre une décision, de mettre ses hommes en position et de déployer ses propres engins. Légionnaires et artisans réquisitionnés avaient travaillé d'arrache-pied pour fabriquer ces derniers. La tour approcha de la porte. Des guerriers y montèrent, brandissant leurs armes, lançant des projectiles, se préparant à sauter dans le camp. Le légat parla. Les Romains postés sur les remparts déployèrent poutres et poteaux. Protégés par leurs boucliers, soutenus par les frondeurs, ils résistèrent à l'assaut. Une fois qu'ils eurent immobilisé la tour, ils entreprirent de la tailler en pièces. Pendant ce temps, leurs camarades faisaient une sortie et attaquaient l'ennemi sur les 2 flancs. Civilis fonça, à la tête de ses vétérans. Les ingénieurs romains firent apparaître un bras orientable au-dessus des remparts. Des mâchoires de fer se refermèrent sur un barbare, le hissèrent dans les airs. Poussant des cris de triomphe, les ingénieurs actionnèrent les contrepoids de la grue. Le bras pivota, les mâchoires se rouvrirent, l'homme chut à l'intérieur de l'enceinte. Une escouade l'attendait. « Des prisonniers !» s'écria Lupercus. « Il me faut des prisonniers !» La grue repartit à la pêche encore et encore. Quoique lent et difficile à manœuvrer, cet engin était nouveau et démoralisant. Lupercus n'aurait su dire dans quelle mesure il poussa l'ennemi à la déroute. Sans doute que nul n'aurait pu en juger. La destruction de la tour de siège et la sortie de l'infanterie avaient déjà ébranlé les troupes barbares. Des soldats disciplinés auraient tenu bon, usé de leur supériorité numérique et retourné la situation. Mais les barbares, ignorant toute coordination, ne maîtrisaient que leur environnement immédiat et n'avaient aucune vue d'ensemble du combat. Personne ne venait renforcer leurs points faibles. En outre, nombre d'entre eux étaient fatigués par leur nuit blanche, certains avaient perdu beaucoup de sang, et ni leurs dieux ni leurs camarades n'accouraient à leur aide. Perdant tout courage, ils ne tardèrent pas à s'égayer. Le reste de la horde suivit le mouvement. « Ne faudrait-il pas les poursuivre, sire ?» demanda l'ordonnance. « Ce serait une erreur fatale. » Lupercus se demanda distraitement pourquoi il prenait la peine d'expliquer la chose, plutôt que d'ordonner à ce blanc-bec de faire silence. Ils n'ont pas tout à fait cédé à la panique. Regarde, ils s'arrêtent au bord du fleuve. Leurs chefs vont les rallier à eux et Civilis leur fera reprendre leurs esprits. En outre, je ne pense pas qu'il autorisera un nouvel assaut comme celui-ci. Il préférera établir un blocus. Et tenter de séduire ceux de ses compatriotes que nous comptons dans nos rangs, ajouta le légat dans son for intérieur. Mais au moins puis-je maintenant me permettre un petit somme. L'épuisement menaçait de le terrasser. Son crâne lui semblait empli de sable, sa langue transformée en lanière de cuir. Mais le devoir avant tout. Il descendit et se dirigea vers le pomerium, là où la grue avait laissé choir ses proies.
2 hommes étaient morts, soit parce qu'ils avaient résisté, soit parce que les légionnaires n'avaient pas su se retenir. Un 3e gisait sur le sol, gémissant et secoué de faibles convulsions. Vu que ses jambes demeuraient immobiles, il avait dû se briser le dos. Mieux valait lui trancher la gorge. 3 autres étaient étendus, pieds et poings liés. Le 7e, également attaché, était resté debout. Son corps bien bâti était vêtu de l'uniforme d'un auxiliaire batave. Lupercus se planta devant lui. « Eh bien, soldat, qu'as-tu à dire pour ta défense ?» demanda-t-il à voix basse. La barbe poussait sur ses joues. Son latin souffrait d'un accent guttural, mais il s'exprimait clairement. « Tu nous tiens, mais tu ne tiens pas grand-chose. » Un légionnaire leva son glaive. Lupercus lui fit signe de le rabaisser. « Modère tes propos, conseilla-t-il. J'ai quelques questions à vous poser. Coopérez avec moi et vous n'aurez pas à souffrir le sort qu'on réserve aux traîtres. Quoi que tu fasses, je ne trahirai pas, monseigneur, répliqua le batave. Il était si épuisé que sa voix en devenait atone. Que Voën, Denard et Thèbes m'en soient témoins. Mercure, Hercule et Mars. Leur panthéon, du moins tel qu'il nous apparaît à nous autres Romains, peu importe. Il m'a l'air déterminé, et il ne servirait à rien de le torturer, ce qui ne nous empêchera pas de le faire naturellement. Peut-être que cela fera réfléchir ses camarades, qui ne pourront sans doute rien nous dire d'essentiel. Quel gâchis! Un instant. Le légat sentit sa peau se hérisser. Peut-être consentira-t-il à éclairer ma lanterne? Dis-moi, au fait, qu'est-ce qui vous a pris? C'était une folie de vous précipiter ainsi sur nous. Civilis a dû s'en arracher les cheveux. Il a voulu nous arrêter, admit le prisonnier. Mais les guerriers étaient intenables et il a dû... Nous avons dû nous résigner à les encadrer. Sourire carnassier. Maintenant qu'ils ont appris leur leçon, peut-être seront-ils plus efficaces la prochaine fois. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette attaque? Soudain, les yeux se firent matois, la voix vibrante. Ils n'ont pas choisi la bonne tactique, non. Mais pour le reste, ils avaient raison, c'est la vérité. Nous l'avons apprise des bructères qui nous ont rejoints. Véléda a parlé. Véléda? La Sibylle. Elle a appelé toutes les tribus à se soulever. Rome est condamnée, lui a dit la déesse, et la victoire sera à nous. Le batave bomba le torse. Fais de moi ce que tu voudras, Romain. Tu es un homme mort, et ton empire puant périra avec toi. Chapitre 2. Durant les dernières décennies du XXe siècle, c'était une petite compagnie d'import-export qui servait de couverture à l'antenne de la patrouille du temps à Amsterdam. Bureaux et entrepôts se trouvaient dans l'Indische Buurt, un quartier où les passants exotiques n'attiraient guère l'attention. Le scooter temporel de Mans Evrard apparut dans une pièce secrète du bâtiment par un matin du mois de mai. Il dut patienter quelques minutes avant de sortir, car il se trouvait dans le couloir une personne ignorant que les lambris dissimulaient une porte dérobée. Un simple employé, sans aucun doute. Puis il tourna sa clé et franchit la dite porte. Cette procédure lui semblait peu efficiente, mais sans doute était-elle imposée par les conditions locales. Il se rendit dans le bureau du gérant, qui était également le directeur des opérations régionales de la patrouille. Les opérations en question tenaient le plus souvent de la routine, si tant est qu'on puisse qualifier de routinière la régulation du trafic sur les lignes de l'histoire. Mais ce n'était pas ici que se trouvait le QG du milieu. Le secteur géré par cette antenne n'était même pas considéré comme important, du moins jusqu'à maintenant. « Nous ne vous attendions pas aussitôt, monsieur », dit Willem ten Brink d'un air surpris. « Voulez-vous que j'appelle l'agent Floris ?»« Non merci », répondit Evrard. « Je la retrouverai plus tard, comme convenu. Mais j'avais envie de jeter un petit coup d'œil à votre ville. La dernière fois que je suis venu ici, c'était en 1952,
à l'occasion d'un bref séjour. Ça m'a beaucoup plu. Eh bien, j'espère que vous ne serez pas trop déçus. Les choses ont pas mal changé depuis ce temps-là. Souhaitez-vous un guide, une voiture, une assistance quelconque? Non? Et un lieu pour y tenir votre réunion? Ce ne sera pas utile. D'après son message, elle préférait que nous nous retrouvions chez elle. L'homme parut déçu par sa discrétion, mais Everard n'entra pas davantage dans les détails. L'affaire était suffisamment délicate pour qu'il ne souhaite pas y mêler des personnes non autorisées, d'autant plus qu'il n'avait encore qu'une vague idée de sa nature. Équipé d'un plan de la ville, d'un porte-monnaie plein de florins et de quelques conseils pratiques, il partit à l'aventure. Dans un bureau de tabac, il acheta de quoi bourrer sa pipe et utiliser les transports en commun. Il n'avait pas pris la peine d'apprendre le néerlandais, mais la plupart des gens parlaient couramment l'anglais. Il laissa le hasard guider ses pas. 34 ans, c'est long. Et, en temps propre, cela faisait encore plus longtemps qu'il n'était pas venu ici. Depuis 1952, il était entré dans la patrouille où il était devenu agent non attaché et avait visité quantité de pays et d'époques. La Londres d'Élisabeth Ière et la Pasagardès de Cyrus le Grand lui étaient plus familières que les rues qu'il arpentait ce jour. Ce lointain été était-il vraiment si idyllique? Ou bien n'était-il alors qu'un jeune homme naïf? Il redoutait d'être déçu. Les quelques heures suivantes le rassurèrent. Amsterdam n'était pas encore devenu le cloaque que certains évoquaient à son époque de référence. Du Dam à la gare centrale, on trouvait à profusion des jeunes malfagotés, mais aucun ne lui chercha noise. Dans les ruelles donnant sur la Damrak, on avait tout le loisir de s'attarder dans les bars et les cafés amplement pourvus en bières de toutes sortes. Les boutiques sordides n'étaient pas absentes, mais on remarquait surtout les magasins traditionnels et les librairies extraordinairement achalandées. Everard décida de visiter les canaux avec un groupe, et lorsque le guide leur désigna les quartiers chauds, il ne vit que des immeubles vénérables. On l'avait mis en garde contre les pickpockets, mais il n'avait rien à craindre des agresseurs. La pollution était négligeable comparée à celle de New York, et les crottes de chiens moins nombreuses qu'à Gramercy Park. Il déjeuna dans un petit restaurant où on servait de succulentes anguilles. Le Stedelijk Museum le déçut quelque peu. Il demeurait rétif à l'art contemporain, mais il eut toutes les peines du monde à s'arracher au Rijksmuseum, n'en sortant qu'à l'heure de la fermeture. Il ne devait pas tarder à se rendre chez Floris. C'était lui qui avait proposé cette heure lorsqu'ils avaient pris contact par téléphone. Elle n'avait pas protesté. C'était un agent de terrain, une spécialiste de seconde classe d'un rang relativement élevé dans la hiérarchie, pas assez cependant pour s'opposer aux vœux d'un agent non attaché. Mais l'heure qu'il avait choisie n'avait rien de déraisonnable, et sans doute y avait-elle fait un saut juste après le petit déjeuner. Quant à lui, ce moment de détente n'avait en rien affecté sa vivacité, bien au contraire. Il lui avait permis de se faire une idée du milieu de son interlocutrice, de la ville qu'il avait vue naître, et ainsi de mieux l'appréhender. C'était indispensable. Sans doute devrait-il travailler en étroite collaboration. En quittant le Museum Plein, il emprunta le Singelgracht et traversa une partie de Vondelpark. Le soleil faisait étinceler l'eau, les feuilles et l'herbe. Un jeune couple dérivait en canot, lui ramant et elle rêvassant. Un couple plus âgé se promenait main dans la main sous les arbres plus que centenaires. Quelques cyclistes passèrent près de lui, laissant dans leur sillage l'écho de leur rire. Il repensa au Houtkerk, au Rembrandt et au Van Gogh qu'il n'avait pas encore vus, à toute cette vie qui palpitait dans la cité hier comme demain, à tout ce qui la nourrissait et lui donnait forme. Et il sut que cette réalité n'était qu'une brise spectrale, une onde diffractée dans un espace-temps abstrait, instable, une multiple splendeur à tout instant susceptible non seulement de disparaître, mais aussi de n'avoir jamais existé. Les tours ennuagées, les palais somptueux, les temples solennels et ce grand globe même, avec tous ceux qui l'habitent, se dissoudront, s'évanouiront tel ce spectacle incorporel, sans laisser derrière eux ne fût-ce qu'un brouillard. Non, pas question de sombrer dans la morosité.
Cela ne ferait que le troubler dans l'accomplissement de son devoir, lequel consistait à sauvegarder sa propre existence par les moyens les plus pragmatiques possibles. Il pressa le pas. L'immeuble qu'il recherchait était sis dans une rue des plus élégantes, datant des années 1910. À en croire la liste des occupants affichée dans le hall, Jeanne Floris demeurait au 4e étage. La profession figurant sur sa plaque était Bess Turder, administratrice. Si elle était salariée de la compagnie de Ten Brink, ce n'était là qu'une couverture. Everard savait seulement qu'elle était spécialiste de l'âge du fer romain, une période où l'archéologie de l'Europe du Nord commençait plus ou moins à se confondre avec son histoire écrite. Il avait été tenté de consulter ses états de service, ce qu'il était autorisé à faire dans certaines limites. Ce milieu-là ne devait pas être facile pour une femme, en particulier une scientifique venant d'un avenir relativement éloigné. Finalement, il y avait renoncé, préférant attendre qu'ils aient fait connaissance. Mieux valait que sa première impression soit la plus directe possible. En outre, peut-être n'avait-il pas affaire à une crise grave. Peut-être que son enquête conclurait à une erreur d'interprétation, à un malentendu ne nécessitant aucune action correctrice. Il se planta devant la porte et sonna. Elle ouvrit. L'espace d'un instant, tous deux restèrent muets. Était-elle aussi surprise que lui? S'était-elle attendue à une sorte de surhomme plutôt qu'à un type quelconque au nez cassé et aux allures de plouc américain? Lui n'aurait en tout cas jamais cru se retrouver nez à nez avec une magnifique blonde vêtue d'une robe élégante. « Comment allez-vous » articula-t-il en anglais. « Je suis... » Elle sourit, révélant des dents larges et éclatantes. Nez mutin, front haut, ses traits n'étaient pas empreints d'une beauté conventionnelle, hormis ses yeux aux nuances turquoises. Mais il les trouvait néanmoins admirables, et sa carrure était celle d'une Junon athlétique. « L'agent Everard, acheva-t-elle à sa place. « Très honoré, monsieur. » Elle s'exprimait avec une chaleur dénuée de toute obséquiosité, et, lorsqu'elle lui serra la main, ce fut comme à un égal. « Soyez les bienvenus. » En passant près d'elle pour entrer, il remarqua qu'elle n'était plus de la première jeunesse. Son teint clair avait connu bien des intempéries, de fines rides soulignaient ses yeux et encadraient ses lèvres. Eh bien, il lui avait sûrement fallu pas mal d'années pour atteindre le rang qui était le sien, et le traitement anti-sénescence n'effaçait pas tous les outrages du temps. Une fois au salon, il explora les lieux du regard. Des meubles simples et confortables, comme chez lui, mais pas aussi avachis, et pas le moindre souvenir de voyage. Peut-être ne souhaitait-elle pas expliquer leur provenance à ses visiteurs et à ses amants. Il reconnut sur les murs la copie d'un paysage de Cuyp et une photographie astronomique des dentelles du cygne. Parmi les nombreux livres de sa bibliothèque, il identifia des œuvres signées Dickens, Mark Twain, Thomas Mann, Tolkien. Dommage que les titres en néerlandais ne lui évoquent rien. « Veuillez vous asseoir, » dit Floris. « Vous pouvez fumer. J'ai fait du café, mais si vous préférez du thé, c'est l'affaire de quelques minutes. » « Du café, ce sera très bien, merci. » Everard prit place dans un fauteuil. Elle rapporta de la cuisine une cafetière, des tasses, de la crème et du sucre, posa le tout sur une table basse et s'assit sur un sofa en face de lui. « Préférez-vous l'anglais ou le temporel ?» s'enquit-elle. Il aimait ses manières, directes sans être brusques. « Restons à l'anglais pour le moment. » La langue de la patrouille était conçue pour tenir compte de la chronocinétique et des paradoxes qui lui étaient associés, mais, pour ce qui était de la dimension humaine, se révélait aussi inadéquate que tous les autres langages artificiels. Un espérantiste qui se tape sur le doigt avec un marteau ne va pas crier « excremento ». Ce que je souhaite, c'est me faire une idée de la nature exacte de notre affaire. Eh bien, je pensais que vous l'auriez déjà évalué. Je ne conserve ici que des photos et des objets de petite taille, le genre de souvenirs qu'on rapporte à l'issue d'une mission, des choses qui n'ont aucune valeur scientifique, mais pour lesquelles on éprouve un attachement sentimental. C'est toujours comme ça, non ? Everard opina.
Si je les sors de leur tiroir, peut-être que ça vous donnera une première impression du milieu considéré, et que ça me rappellera certaines observations susceptibles de vous être utiles. » Il sirota son café. Un café chaud et fort, comme il l'aimait. « Bien raisonné. Mais nous verrons cela un peu plus tard. Si cela est possible, je préférerais entendre un compte-rendu de vive voix. Pour ce qui est des détails, de l'analyse historique et de la nature du risque, je serais mieux à même de les évaluer par la suite. En d'autres termes, je n'ai rien d'un intellectuel, je ne suis qu'un fils de fermier du Middle West qui a fait des études d'ingénieur avant de se reconvertir en flic. Mais je ne me suis pas encore rendu sur place, protesta-t-elle. Je sais, aucun patrouilleur ne l'a encore fait, n'est-ce pas? Mais vous avez été informé du problème et, vu votre expérience et la nature de votre expertise, je suis sûr que vous l'avez déjà bien étudié. Cela fait de vous l'équivalent d'une observatrice de premier plan. Everard se pencha vers elle. « Ok, » reprit-il. « Voici ce que je peux vous dire. Le commandement régional m'a demandé d'ouvrir une enquête. Il a été avisé de certaines incohérences dans une chronique de Tacite, et cela l'inquiète. Les événements concernés ont rapport aux Pays-Bas durant le 1er siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire votre terrain d'étude. En outre, nous sommes plus ou moins contemporains. Nos dates de naissance sont séparées par une génération, c'est ça? De sorte que nous devrions pouvoir coopérer de façon efficace. C'est pour ça que j'ai été choisi quand on a décidé de faire appel à un non-attaché. » Il désigna David Copperfield dans la bibliothèque. Autant lui montrer que tous deux avaient certaines choses en commun. « Barkis veut bien, cita-t-il. Je vous ai aussitôt contacté, Ten Brink et vous, et j'ai débarqué dans la foulée. Peut-être aurais-je dû commencer par réviser mon Tacite. Je l'ai lu, certes, mais c'était il y a belle lurette et je n'en conserve plus qu'un vague souvenir. J'ai jeté un petit coup d'œil au passage qui nous intéresse. Mais ce brave homme n'était pas toujours très clair, pas vrai? Allez, mettez-moi au parfum. Et si vous répétez des choses que je sais déjà, ça n'aura rien de dramatique. » Floris sourit. « Je vous trouve fort désarmant, monsieur, » murmura-t-elle. « Est-ce délibéré ?» Il se demanda un instant si elle cherchait à flirter avec lui. Mais elle se raidit et se lança dans un discours factuel avec un ton un peu professoral. Comme vous le savez sans doute, les annales et les histoires n'ont pas été transmises dans leur intégralité aux époques qui ont suivi celles de leur rédaction. La plus ancienne copie des histoires ne contenait que les 4 premiers livres et une partie du 5e, sur un total de 12. Le livre 5 s'interrompt d'ailleurs sur le récit de l'incident qui nous intéresse. Naturellement, une fois découvert le voyage dans le temps, une expédition se rendra à l'époque idoine pour récupérer les sections perdues. Celles-ci sont très demandées. S'il n'est pas le plus fiable des chroniqueurs, Tacite est un excellent styliste doublé d'un moraliste. Et c'est la seule source d'informations écrites pour certains épisodes de son temps. Everard acquiesça. Ouais. Avant de tenter de reconstituer le cours des événements, un explorateur se doit d'étudier les historiens pour avoir une idée de ce qu'il attend. Il toussota. Mais vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Excusez-moi, ça vous dérange si je fume ma pipe? Pas du tout, répondit distraitement Floris. Oui, les histoires et la Germanie figurent parmi mes ouvrages de référence. J'ai pu constater qu'il s'était trompé sur une foule de détails, mais cela n'a rien d'étonnant. Dans l'ensemble, le récit qu'il fait de la Grande Rébellion et de ses conséquences est solide et bien documenté. Elle marqua une pause, puis déclara avec franchise « Je ne suis pas la seule à travailler sur ce sujet, vous savez, loin de là. Certains de mes collègues s'activent durant les époques antérieures et ultérieures à celles qui m'intéressent, dans des régions qui vont de la Russie à l'Irlande. Sans parler des agents les plus précieux de tous, ceux qui consacrent des heures à ordonner, collationner et analyser nos rapports. Mais il se trouve que je travaille dans une zone recouvrant les Pays-Bas d'aujourd'hui, ainsi que des parties de la Belgique et de l'Allemagne, et à une époque où l'influence celtique commence à s'estomper, suite à la conquête de la Gaule par les Romains, et les peuples germaniques à développer des cultures autonomes.
Non que nous ayons pu apprendre grand-chose sur le sujet, notre savoir est bien pâle comparé à notre ignorance. Nous sommes trop peu nombreux. Trop peu nombreux, en effet, songea Évrard. Avec 1 demi-million d'années à surveiller et une patrouille en sous-effectif chronique sans cesse obligée de recourir au compromis et à l'improvisation. Certains scientifiques civils nous assistent, mais la majorité d'entre eux sont originaires de plusieurs millénaires en aval. Leurs centres d'intérêt nous sont souvent étrangers. Et pourtant, nous devons mettre au jour les vérités cachées de l'histoire, identifier les instants où celle-ci est susceptible d'être altérée. Si l'on examine ton cas avec un peu de recul, Jeanne Floris, tu œuvres sans doute avec plus d'efficacité que moi pour défendre la réalité qui nous a produits. Elle partit d'un petit rire qui l'arracha à ses méditations, ce dont il lui fut reconnaissant car il cédait de plus en plus souvent à ses accès de mélancolie. « Écoutez-moi pérorer !» s'exclama-t-elle, et enfoncer des portes ouvertes au passage. « Je suis bien plus directe d'ordinaire, croyez-le bien, mais je me sens nerveuse aujourd'hui. » Son humeur s'assombrit. Avait-elle frissonné ? Je n'ai pas l'habitude de ce genre de situation. Affronter la mort, d'accord. Mais l'oubli, le néant, la disparition de tout ce que je connais. Elle se redressa, serra les dents. « Excusez-moi. » Évrard, qui avait fini de bourrer sa pipe, craqua une allumette et savoura une bouffée de fumée odorante. « Vous êtes de taille à tenir le coup, n'en doutez pas, » lui assura-t-il. « Vous l'avez déjà prouvé. Parlez-moi donc de votre travail sur le terrain. » « Plus tard. » Elle détourna les yeux un instant. Il se dit qu'elle semblait hantée par quelque chose. Lorsqu'elle le fixa à nouveau du regard, elle reprit la parole d'une voix sèche. « Il y a 3 jours, un agent spécial m'a convoqué pour une consultation urgente. Une équipe de chercheurs venait de dénicher une variante des histoires. Vous êtes au courant ? » ?»« Ouais. » En dépit d'un briefing des plus superficiels, Évrard savait au moins cela. S'agissait-il d'un simple hasard ? La causalité peut produire d'étranges boucles. Des sociologues étudiant la Rome du début du IIe siècle après Jésus-Christ avaient besoin de savoir ce que les classes supérieures pensaient de l'empereur Domitien, décédé 2 ou 3 décennies en amont de l'époque qu'ils étudiaient. Avait-il laissé le souvenir d'un tyran absolutiste, ou bien lui concédait-on quelques qualités ? Les derniers chapitres connus de Tacite penchaient pour cette seconde hypothèse. Il semblait plus facile de les emprunter dans une bibliothèque privée, puis de les reproduire subrepticement, que d'aller en chercher une copie informatique dans les époques ultérieures. Ils ont constaté des divergences avec la version standard dont ils avaient le souvenir, si on peut toujours la qualifier de standard. Et en comparant les deux, se sont rendus compte que ces divergences étaient radicales. Bien plus que s'il s'agissait d'un repentir de l'auteur, d'une erreur de copiste ou autres explications traditionnelles, souligna Floris. Un examen approfondi a permis d'établir qu'on n'avait pas affaire à une contrefaçon, mais à une authentique copie rédigée de la main de Tacite en personne. Et, bien que le style varie légèrement d'un document à l'autre, ce qui n'a rien de surprenant si l'auteur s'acheminait vers 2 conclusions différentes, la chronique proprement dite ne s'altère qu'au milieu du livre 5, très peu de temps après l'épisode où s'interrompt la seule copie qui ait survécu. Peut-il s'agir d'une coïncidence ? Je l'ignore, répondit Évrard. Et mieux vaut ne pas s'attarder sur ce point. Ça fait froid dans le dos, hein ? Il s'obligea à se carrer dans son siège, à croiser les jambes, à vider sa tasse et à exhaler un long nuage de fumée. Et si vous me donniez un résumé de l'épisode en question, de ces 2 versions ? N'ayez pas peur de répéter des choses qui paraissent élémentaires à vos yeux. Tout ce dont je me souviens, c'est que les Bataves et une partie des Gaulois se sont soulevés contre les Romains et que l'Empire ne les a pas soumis sans difficulté. Par la suite, eux et leurs descendants sont devenus de braves et honnêtes sujets, et on a même fini par leur accorder la citoyenneté. Toujours aussi sèche, elle enchaîna. Tacite rentre dans les détails, et ainsi que nous l'avons confirmé, son récit est en grande partie fidèle à la réalité. Tout a commencé avec les Bataves, en effet, ce nom désignant un peuple occupant le sud de la Hollande actuelle, entre le Lek et le Waal.
Ils étaient considérés comme tributaires, bien que n'ayant pas été officiellement annexés par l'Empire. Ils fournissaient à Rome des soldats, des auxiliaires qui avaient droit à une pension confortable une fois terminé leur service dans la Légion, avec le choix de se fixer sur le lieu de leur cantonnement ou de retourner au pays natal. Mais, durant le règne de Néron, le gouvernement romain les a soumis à une véritable extorsion. Pour prendre un exemple, les Frisons étaient censés fournir chaque année une certaine quantité de cuir destinée à la fabrication de boucliers. Plutôt que de se contenter de peaux provenant de bovins de petite taille, le gouverneur a exigé qu'elles soient prélevées sur des taureaux sauvages dont le cuir était nettement plus épais. Ces animaux étaient fort rares et la procédure ruineuse. Everard eut un sourire en coin. « Une histoire de taxe, ça me rappelle quelque chose. Continuez. » Floris s'anima quelque peu. Les yeux perdus dans le lointain, elle serra les poings sur son giron. Comme vous le savez, la mort de Néron a été suivie d'une guerre civile. Ce fut l'année où 3 empereurs, Galba, Othon, Vitellius, ravagèrent l'empire qu'ils se disputaient, avant que Vespasien, venu du Proche-Orient, y rétablisse la paix. Chacun des belligérants utilisait tous les moyens pour lever ses armées, y compris la conscription. Les Bataves, en particulier, n'appréciaient pas de voir leurs fils partir au combat dans une guerre qui leur apparaissait comme insensée. Sans parler du fait que certains fonctionnaires romains appréciaient fort les jeunes gens. Ouais, il suffit que le peuple donne le doigt à un gouvernement pour que celui-ci lui prenne le bras. Ce qui explique que les fondateurs des États-Unis aient souhaité limiter les compétences du pouvoir fédéral. Dommage qu'il n'ait connu qu'un succès éphémère. Pardon, je ne voulais pas vous interrompre. Il existait alors une famille batave de noble lignée, des grands propriétaires influents, affirmant descendre des dieux, qui avaient donné à Rome quantité de soldats. Le plus important d'entre eux avait adopté le nom latin de Claudius Civilis. Ainsi que nous l'avons appris, son peuple et ses proches l'appelaient Bourmund. Il s'était distingué à plusieurs reprises au cours de sa longue carrière. Il appela les tribus à prendre les armes, les Bataves, mais aussi leurs voisins. Ce n'était pas un paysan ordinaire, voyez-vous. J'imagine, à demi civilisé, probablement aussi malin qu'observateur. Il s'est déclaré partisan de Vespasien et opposé à Vitellius, expliquant à ses hommes que son champion leur rendrait justice. Du coup, la plupart des Germains affectés dans d'autres régions se sont empressés de le rejoindre au mépris des ordres qu'ils avaient reçus. Il a remporté plusieurs victoires décisives. Le nord-est de la Gaule s'est alors embrasé. Les auxiliaires gaulois, commandés par Julius Classicus et Julius Tutor, se sont ralliés à Civilis, tout en proclamant l'autonomie de leur province. Dans la tribu germanique des Bructères, une prophétesse nommée Véleda a prédit la chute de Rome. Cela a galvanisé les troupes indigènes qui ont redoublé de vaillance dans le but avoué de former à leur tour une confédération indépendante. Voilà qui est tout aussi familier aux oreilles d'un Américain. Si nous avons pris les armes en 1775, c'était à l'origine pour faire respecter nos droits de citoyens anglais. Puis, les choses se sont enchaînées. Everard garda son commentaire pour lui. Floris soupira. Enfin, la cause de Vespasien a fini par triompher. Lui-même a passé quelques mois de plus au Proche-Orient pour y régler des problèmes pressants. Mais il a envoyé à Civilis une missive demandant la fin des hostilités. Ce qui lui fut refusé, bien entendu. Il a donc dépêché dans cette région le général Petilius Cerialis, un homme extrêmement compétent. Pendant ce temps, Gaulois et Germains ont commencé à se quereller, se révélant incapables de coordonner leurs efforts et d'exploiter les occasions qui se présentaient à eux. La notion de commandement unifié était étrangère à leur conception du monde. Les Romains les ont matés sans peine. Au bout du compte, Civilis a accepté de rencontrer Cerialis pour discuter des conditions de sa reddition. Tacite fait de l'événement une description saisissante.
Cela se passe sur un pont jeté sur l'Ichsel, un pont dont on a préalablement détruit la partie centrale avec les deux hommes debout au bord du vide et parlementant. Je m'en souviens, coupa Everard. C'est là que s'achève le manuscrit tel qu'on le connaissait jadis. Si j'ai bonne mémoire, les rebelles se sont vus offrir des conditions plus que raisonnables et ils les ont d'ailleurs acceptées. Floris opina. Oui, la fin des abus en tout genre, des garanties pour l'avenir et une amnistie générale. Civilis est redevenu un citoyen ordinaire. Quant à Véleda, Tacite ne parle pas d'elle, sauf pour sous-entendre qu'elle a aidé à la conclusion de cet armistice. J'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue. Vous avez une idée? Une intuition. Si vous visitez les musées de Leyde et ceux de Middelburg, sur l'île de Walcheren, vous y trouverez des pierres votives datant des 2e et 3e siècles, ainsi que des autels et des plaques portant des inscriptions latines. Haussement d'épaule. Enfin, ça n'a pas grande importance. Le fait est que nos ancêtres sont devenus des provinciaux romains raisonnablement satisfaits de leur sort. Soudain, elle écarquilla les yeux et s'accrocha au rebord de son siège. Le fait était. Le silence s'imposa à eux. Derrière les vitres, le soleil de cette fin d'après-midi et la rumeur de la circulation semblaient également fragiles. Ça, c'est Tacite, version 1, exact, murmura Everard au bout d'un temps. Celle que nous connaissons depuis toujours, celle que j'ai feuilletée hier. J'ignore encore la teneur de la version 2. Que raconte-t-elle? Floris lui répondit sur le même ton. Que Civilis a refusé de se rendre, en grande partie parce que Véleda prêchait la guerre. Celle-ci s'est prolongée pendant 1 année, jusqu'à ce que les tribus soient totalement soumises. Civilis a préféré se donner la mort plutôt que de défiler enchaîné durant le triomphe de Cerialis. Véleda a fui en Germanie, nombre de Bataves l'ont suivi. Tacite II remarque vers la fin des histoires que la religion des Germains a évolué depuis l'époque où il leur avait consacré une étude. On note la montée en puissance d'une déité femelle, la Nertus, qu'il évoquait dans sa Germanie. Il la compare maintenant à Perséphone, à Minerve et à Bellone. Everard se gratta le menton. Les déesses de la mort, de la sagesse et de la guerre, hein? Bizarre. Les As, ou Aésir, les dieux célestes d'essence masculine, auraient dû faire passer au second plan les antiques figures chtoniennes. Que dit-il à propos de ce qui se passe à Rome et ailleurs? Plus ou moins la même chose que dans la version 1, dans un style légèrement différent. On remarque également des variantes au niveau des dialogues et des descriptions de certains épisodes. Mais, comme vous le savez, ceci comme cela relève souvent de l'interprétation, voire de l'invention pure, à moins qu'il ne découle de traditions fort éloignées de la réalité des faits. Ces divergences ne prouvent pas en elles-mêmes que les événements aient été altérés. Excepté en Germanie, c'est-à-dire au diable Vauvert. Ce qui s'est passé là-bas n'a guère affecté la société romaine, du moins au cours des premières décennies. Pour ce qui est des conséquences à long terme, toutefois, elles ne sont sûrement pas significatives, n'est-ce pas? Demanda Floris d'une voix tremblante. Nous sommes toujours là. Nous existons toujours. N'est-ce pas? Everard tira sur sa pipe. Jusqu'à présent, ce qui ne signifie rien ni en anglais, ni en néerlandais, mais attendons un peu avant de passer au temporel. Ce que nous avons là, c'est une anomalie qui nécessite une enquête. Si personne ne l'a remarqué auparavant, oui, je sais que ce terme n'a aucun sens, lui non plus, c'est à cause des dates. L'attention de tous se concentre sur un autre lieu. 69 et 70 après Jésus-Christ. Cette période n'est pas connue comme celle de la révolte des provinces du Nord, pas plus qu'on ne lui associe le règne de Gwang Wudi qui consolida la dynastie des Han orientaux.
Ni la conquête de l'Inde par les Stavāna, ni la lutte de Vologès Ier de Perse contre les rebelles et les envahisseurs. J'ai consulté les archives avant de débarquer ici. Rien ne se produit jamais en vase clos. Non. On n'en parle pas davantage comme étant celle où Rome a commencé à se déliter une fois que les légions ont compris qu'elles avaient le pouvoir de faire les empereurs. Cette période est celle de la guerre des Juifs. C'est à cause d'elle que Vespasien et son fils Titus se sont attardés au Proche-Orient après avoir vaincu Vitellius. Le soulèvement des Juifs, sa sanglante répression, la destruction du troisième temple, avec tout ce que cela signifie pour l'avenir, pour le judaïsme, pour le christianisme, pour l'Empire, pour l'Europe, pour le monde. C'est un nexus alors ? Souffla Floris. Everard acquiesça avec lassitude. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.